Chers téléspectateurs, bonjour. Encore une fois, je vous remercie pour cette retrouvaille du samedi dans le cadre du Grand Angle. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans la lancée de la dernière émission, celle du 30 septembre. Et nous allons aborder la question sur ce que nous appelons le coup d'État permanent, après que l'on ait parlé du coup d'État militaire, qu'on ait parlé du coup d'État institutionnel et qu'on ait parlé du coup d'État électoral. Il est bon qu'en ce qui concerne le Congo, nous nous penchons précisément sur ce que nous considérons et que nous appelons le coup d'État permanent. Je venais donc au niveau du coup d'État permanent. Et en ce qui concerne le Congo, je vais d'abord illustrer ça par un exemple que je trouve assez simple, mais qui n'attire pas souvent l'attention des Congolais. Les élections sénatoriales viennent de se tenir. Le bureau a été mis en place, les commissions ont été mises en place. Il y a déjà eu une nouvelle session pour l'ouverture de la 4e législature. Par ordre alphabétique, chaque sénateur a pu glisser le bulletin dans l'urne pour élire les 7 membres du bureau de la 4e législature du Sénat. Après le décompte, voici les résultats. Monsieur Ngolo Pierre est élu avec 72 voix, soit 100%. Premier vice-président, Monsieur Mwanda Kitinga Ralco. Deuxième vice-président, Monsieur Ondongo Gabriel. Premier secrétaire, Monsieur Epola Julien. Deuxième secrétaire, Madame Mapa Elisabeth pour le poste de premier questeur. Madame Sassou Nguesso Andrea Carole pour le poste de deuxième questeur. Monsieur Makosso Pierre Justin. Mais il y a des petits détails extrêmement importants qui ne retiennent pas l'attention des Congolais. Le premier détail extrêmement important, c'est que tout ça s'est fait en violation flagrante de la Constitution, notamment de l'article 55 de la loi fondamentale, qui dit clairement que tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique doit déclarer son patrimoine lors de sa prise de fonction et à la cessation de celle-ci. Nous constatons qu'une nouvelle fois, depuis 2002, le Sénat n'a pas déclaré, les membres du bureau du Sénat, les membres des commissions n'ont pas déclaré leur patrimoine conformément à la loi. Et ça, c'est très grave, parce que cet aspect, nous allons y revenir plus tard, est très important pour les questions de gouvernance au niveau du pays, dans un pays qui connaît énormément de grands scandales et crimes économiques et financiers. De 10 ans, je dois rappeler aussi aux téléspectateurs qu'ils doivent se référer à l'article 50 de toujours cette même Constitution, qui dit que tout citoyen a le devoir de respecter la Constitution et de s'acquitter de ses obligations envers la société et envers l'État. Je l'évoque avant de rentrer dans le vif de notre sujet pour essayer de faire un rappel que beaucoup de gens connaissent. Nous avons tenu la conférence nationale dans notre pays. Et à l'issue de cette conférence nationale, nous avons adopté une constitution que nous considérons consensuelle, qui est la constitution du 15 mars 1992. Et nous savons que le président Pascal Lissouba a été démocratiquement élu à l'issue de l'élection. Je crois que c'est considéré d'ailleurs comme la seule élection démocratique, transparente, crédible qui a été organisée dans notre pays. Malheureusement, pendant l'exercice de son pouvoir, le président Pascal Lissouba a été largement et vivement critiqué en ce qui concernait les violations répétées de la Constitution de notre pays. Et vous savez que les problèmes que notre pays a connus, on est arrivé à ce que l'on appelle la guerre dite du 5 juin 1997, qui s'est terminée le 15 octobre. Et à la fin de cette guerre, qui a eu pour vainqueur
le président Denis Sassou Nguesso, qui illustre clairement qu'il s'agit là d'une vision militaire d'accession au pouvoir, c'est-à-dire d'un coup d'État militaire. Nous avons vécu l'abrogation de la Constitution du 15 mars 1992 et nous avons adopté le 24 octobre 1997 ce que l'on appelait un acte fondamental dans lequel il était prévu une transition de 3 ans, mais qui finalement n'a duré 5. Bref, au cours de cette transition, des élections générales ont eu lieu, une nouvelle constitution a été adoptée, c'est la constitution de 2002, et dans cette constitution, il y a un certain nombre d'articles qui devraient retenir notre attention dans le cadre de l'exposé que nous faisons. Le premier article qui doit retenir notre attention, c'est l'article 50, qui dit que tout citoyen congolais a le devoir de se conformer à la Constitution, aux lois et règlements de la République et à s'acquitter de ses obligations vis-à-vis de la société et vis-à-vis de l'État. Mais par rapport à cette Constitution, toujours, il y a un article extrêmement important, notamment pour notre gouvernance économique, c'est l'article 48, qui disait exactement ceci. Tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique doit déclarer son patrimoine lors de sa prise de fonction et à la cessation de celle-ci. De façon particulière, pour cet article 48, il y a un deuxième alinéa qui dit que l'inobservation de cette disposition entraîne la déchéance des fonctions conformément à la loi. Et ensuite, nous avons un article 69. C'est l'article par lequel le président de la République a prêté solennellement le serment de respecter, je dis bien de respecter et de faire respecter la Constitution et de respecter la forme républicaine de l'État. Enfin, nous avons un article 72 qui revient régulièrement, qui dit dans son deuxième alinéa que le mandat du président de la République est incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. Je cite ces articles pourquoi? Parce qu'à l'épreuve du temps, on va réaliser de façon pratique que au cours de cette année 2002, dans la mise en œuvre de cette Constitution, les députés, c'est-à-dire les membres les responsables de l'Assemblée nationale, les sénateurs, les membres de la Cour constitutionnelle, les membres de la Cour suprême et finalement le président de la République, personne ne respectera ces dispositions en ce qui concerne la déclaration du patrimoine. Donc, dès l'entrée en vigueur de la Constitution du 20 janvier 2002, nous sommes en situation flagrante de violation avec toutes ces dispositions qui ont été violées. Et aucun membre de toutes ces institutions n'a osé déclarer son patrimoine. Et il y a un autre article qui va également ressurgir toujours dans le cadre de cette Constitution du 20 janvier 2002, c'est l'article 72 qui dit en fait ce que je viens de dire, à savoir que le mandat du président de la République est incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. Donc, vous voyez que c'est depuis 2012, depuis 2002 plutôt, que nous sommes rentrés dans l'irrespect total de notre Constitution, que nous n'avons pas considéré la Constitution comme un document extrêmement sacré que nous devons respecter et sur lequel nous devons porter notre grande attention. Une des conséquences, c'est quoi? Mais les partis eux-mêmes ne sont pas conformes à la loi. Ce qui fait que depuis toutes ces années, depuis 2002, y compris les élections qui ont été organisées, elles ne sont pas conformes aux lois et règlements de la République. Et ça, c'est une situation extrêmement grave. Situation extrêmement grave. Donc, on a continué dans cette lancée. Et nous sommes arrivés toujours de façon silencieuse
la population, les partis politiques, la société civile n'a pas réagi, mais je dois dire que nous étions déjà dans ce que l'on pourrait appeler le coup d'État constitutionnel après le coup d'État militaire qui a eu lieu. Et lorsque nous avons continué, qu'est-ce que nous avons vécu? Nous sommes arrivés à l'adoption de la loi sur les partis. Et la loi sur les partis insistait sur 2 ou 3 éléments. Le premier élément, c'est que les partis devaient avoir une représentation au niveau de chaque département. Le deuxième aspect le plus important qui est reflété par l'article 26, c'est que les partis ont le devoir de se conformer à la Constitution. Et cette loi prévoyait un article 31 qui dit qu'en cas de violation des lois et règlements de la République, notamment la Constitution par les partis, le ministre chargé de l'administration du territoire doit suspendre le parti concerné de toutes ses activités et procéder à la fermeture de ses locaux. Malheureusement, dans la pratique, ça ne s'est pas fait. La loi sur les partis a été appliquée de façon sélective, en ciblant d'abord les opposants pour dire qu'ils n'étaient pas conformes à la loi, ce qui était encore là une violation de la loi, parce que il est bien dit, il est dit clairement que la loi est rétroactive, n'est pas rétroactive, elle ne dispose que pour l'avenir. Ça veut dire que les partis qui avaient été créés avant 2006 ou 2017 ne devaient nullement subir la moindre sanction par rapport à cette loi. Mais à l'épreuve du temps, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté qu'il y avait une grande injustice. L'administration était partisane. Elle manquait de neutralité. Elle s'est consacrée à cibler les opposants et à considérer des partis qui n'étaient pas conformes à la loi comme des partis conformes à la loi. C'est ainsi que nous l'avons déjà dit et nous revenons là-dessus. Le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Et quand nous le disons, nous apportons les arguments pour qu'il y ait la meilleure compréhension. Pourquoi disons-nous que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi? Il y a un argument qui tombe tout seul en reconduisant M. Denis Sassou Nguesso comme président du comité central du Parti congolais du travail lors de leur congrès de décembre 2019, c'est-à-dire en faisant de lui le président du Parti congolais du travail. Ce parti a violé l'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution du 25 octobre 2015 qui reprend l'article 72 de la Constitution du 20 janvier 2002 qui dit clairement que le mandat du président de la République est incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. Le deuxième argument qui met le Parti congolais du travail en difficulté, c'est l'article 26 de la loi relative aux partis politiques, qui dit clairement que les partis ont le devoir de se conformer à la Constitution. Et enfin, il y a un troisième aspect, c'est que tous les acteurs politiques, tous les gouvernants, tous les hommes congolais, citoyens, membres du Parti congolais du travail, qui ont été nommés ou élus à une autre fonction publique, je dis bien, n'ont jamais déclaré leur patrimoine depuis 2002, conformément à la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Parti congolais du travail aurait dû être sanctionné. Et la question qu'on se pose, si le Parti congolais du travail n'est pas sanctionné, la sanction est faite pour qui dans ce pays? Est-ce que la sanction peut être sélective? Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi le Parti congolais du travail n'est pas sanctionné? Je vais essayer de donner une certaine argumentation. Évidemment, le président de la République étant président du Parti congolais du travail, le ministre de l'Intérieur étant membre du bureau politique du Parti congolais du travail, on peut penser qu'au Congo, on pense que la loi, c'est pour les autres partis, alors qu'il est dit clairement que nul n'est au-dessus de la loi
et que la loi doit s'appliquer à tous, dans toute sa rigueur. Mais tout ça nous conduit à quoi? Tout ça nous conduit à quelque chose que nous avons énoncé aussi de façon claire. Ce sont les coups d'État électoraux. Depuis 2002, aucune élection libre, démocratique, transparente et crédible n'a été organisée par le pays, par le Congo. Et on peut noter dans ce cadre que toutes les concertations politiques qui se sont tenues depuis 2009 l'ont été dans l'irrespect total des lois et règlements de la République, faisant en sorte qu'on a exclu certains partis qui devaient prendre part à ces concertations pour des raisons fallacieuses, et on a autorisé à des partis, comme le Parti congolais du travail, qui n'étaient pas en conformité avec la loi, de prendre part à ces concertations. Et cette situation a continué. Toutes les élections qui se sont déroulées, élections législatives, élections présidentielles, élections locales, élections sénatoriales, se sont passées pratiquement sous le même gabarit. Et nous en arrivons à la dernière élection, les sénatoriales. J'ai évoqué d'entrée de jeu le problème des sénatoriales, mais les dernières sénatoriales, il faut le dire, et c'est dur pour le Parti congolais du travail, elles se sont déroulées dans le déni de la démocratie et dans l'irrespect total des lois et règlements de la République. Il s'agit là véritablement d'un coup d'État électoral. Pourquoi je le dis? Le Parti congolais du travail ne devait pas prendre part à ces élections. Et lorsqu'on prend l'article 28 de la loi électorale, les choses sont claires. Seuls les partis légalement constitués ou les groupements politiques ou les candidats régulièrement inscrits peuvent prendre part à des réunions électorales. De ce fait, le Parti congolais du travail, qui occupe toute la campagne, qui occupe tous les médias d'État, n'est pas en conformité avec la loi. Et c'était des aspects que nous soulevons après que nous ayons insisté la dernière fois sur le coup d'État constitutionnel. Nous n'allons pas insister sur le coup d'État militaire puisque nous l'avons déjà évoqué pour ce qui s'est passé pendant la guerre du 5 juin 1997. Et j'ai suivi une déclaration des ONG de la société civile qui ont commencé à se préoccuper de ce cas au regard de l'environnement africain aujourd'hui et surtout au regard de ce qui s'est passé au Gabon, qui souhaitent que l'on puisse aller mener une démarche pour aller vers une transition apaisée et régler tous ces problèmes. Donc, j'en viens à dire que lorsqu'on examine cette situation, on se rend bien compte que le Congo a de sérieux problèmes. Le Congo vit la situation d'un coup d'État permanent, basé surtout sur l'irrespect des lois et règlements de la République. Et en ce qui nous concerne, nous pensons qu'il faut qu'on s'en préoccupe. Il faut qu'on sorte de cette situation. Comment en sortir? C'est véritablement la question qu'il faut se poser. Mais moi, je dirais tout simplement que pour en sortir, il faut avoir le courage de dire la vérité aux Congolais. Parce que ce que l'on croit caché commence à être mis à nu et ça mène nos gouvernants en véritable difficulté. Et si cela est su de tout le monde, il faut avoir le courage d'en débattre. Je rappelle aux Congolais que les articles 227 et 228 de la Constitution du 25 octobre 2015 ont prévu la mise en place d'un Conseil national de dialogue qui devrait discuter des problèmes politiques d'intérêt général. En voilà des problèmes d'intérêt général. Et je crois qu'on ne peut pas être silencieux devant cette situation. Aujourd'hui, je répète, toutes les institutions sont en situation difficile. Je dis bien toutes les institutions. La présidence de la République, le Sénat, l'Assemblée, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême et toutes les autres institutions. Comment voulez-vous qu'on avance? Et je vois comment il y a un certain engouement à projeter l'avenir, à parler de 2026, à parler d'un certain nombre de choses,
Mais 2026 ne se déroulera pas dans de bonnes conditions si ces problèmes ne sont pas fondamentalement réglés. Et au vu de ce qui se passe dans notre environnement immédiat, le Congo doit prendre conscience qu'il doit avoir sa place dans le concert des nations. Et pour avoir cette place dans le concert des nations, il faut qu'il commence par respecter ses propres lois et règlements de la République. Que les gouvernants, les acteurs politiques considèrent la Constitution comme un document extrêmement sacré que tout le monde doit respecter. Et aujourd'hui, la plupart des partis politiques de la majorité présidentielle qui siègent au Parlement, qui siègent au Sénat, etc., ne sont pas en conformité avec la loi. Et nous attirons, c'est là que nous allons terminer, nous attirons l'attention du président de la République parce que le président de la République a prêté, conformément à l'article 77, le serment de respecter et de faire respecter la Constitution. Et je sais qu'il se retrouve devant une situation extrêmement difficile. Malheureusement, président du Parti congolais du travail qu'il est, la situation fait qu'il est appelé à sanctionner le Parti congolais du travail, le parti dont il est le président. C'est la loi. Elle est dure, mais c'est la loi. Il faut que nous la respectons. Donc, chers téléspectateurs, voilà un peu ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui, relatif à ce que j'ai appelé le coup d'État permanent, pour attirer l'attention des Congolais, pour attirer l'attention des acteurs politiques, pour attirer l'attention des gouvernants, pour dire que le silence devant ce genre de situation n'est nullement la solution attendue, ni la vision appropriée qu'il faut adopter. Ayons le courage de prendre en charge toutes ces situations pour que nous avancions et pour que nous allions vers des lendemains meilleurs. Donc, la prochaine fois, nous nous retrouverons et je pense que nous trouverons un autre sujet sur lequel nous pouvons échanger. Je tiens à vous remercier pour votre aimable attention et vous fixe rendez-vous pour le samedi 14. Et je pense qu'à cette occasion, nous aurons encore beaucoup de choses à nous dire. Merci de votre aimable attention. À bientôt.